Explosion de Nvidia, retour des discussions avec la Chine, retour des négociations aussi entre la Russie et l'Ukraine, voilà les informations qui ont tenu en haleine les investisseurs cette semaine. Et même si les craintes transmises par Donald Trump au début du mois d'avril ont été fortes, et les inquiétudes également, eh bien les investisseurs se mettent à croire à la construction d'un nouveau bull market. Alors, est-ce que ces indices auront la capacité de retrouver leur plus haut historique? Quelles sont les actions qui pourraient en profiter? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine vers de nouveaux records, point d'interrogation. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Comme d'habitude, vous pouvez bien entendu me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Tino-du-bas bourse ou bien entendu le podcast de la bourse. Pensez toujours bien sûr à activer la petite clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, qui veulent se former, vous avez un espace gratuit qui est l'espace membre, espace de formation continue que je vais reprendre d'ailleurs la mise à jour dans très peu de temps. Il y a des projets également gratuits qui vont arriver avec des fiches, etc. Bref, il y a de quoi faire. Encore une fois, inscrivez-vous, c'est gratuit, ça le restera. Et bien sûr, ceux qui veulent aller encore plus loin, qui veulent être accompagnés, eh bien, vous avez nos formules MTT Trading Premium pour un accompagnement, on va dire H24, 7 jours sur 7 quasiment. Et puis, voilà, pour ceux qui veulent au contraire être accompagnés, mais de manière raisonnable et raisonnée, vous avez un programme beaucoup moins cher, un petit peu low cost, qui est le MTT Découverte, qui vous donne accès à l'essentiel des marchés. J'en profite pour remercier très chaleureusement mes partenaires qui me permettent, bien sûr, de construire tous ces contenus gratuitement et qui m'accompagnent et me soutiennent dans tout ça. Donc voilà, et d'ailleurs il y a eu une vidéo, il y a plusieurs vidéos, beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment. Je sais que c'est les formats que vous préférez, donc je vais essayer de plus en plus d'aller vers les formats vidéo YouTube, même si évidemment ça prend là aussi énormément de temps, mais voilà, il y a le format avec cette vidéo sur investir en immobilier en 2025, opportunité ou grave erreur, vidéo que je crois vous avez beaucoup appréciée, donc je vous la mets bien sûr en lien, mais vous pouvez la retrouver sur la chaîne. En début de semaine, c'était promis et attendu la vidéo sur les crypto-monnaies, voilà, presque 1 heure de vidéo, 40 configurations graphiques avec des choses vraiment à aller voir. D'ailleurs, dans cette vidéo, on a dit s'il y a une petite conso intermédiaire et que ça construit, ça peut être intéressant. Ben, la conso s'est mise en place d'ailleurs à la suite de cette vidéo, donc c'est très intéressant. Il va falloir observer, notamment la semaine prochaine et les suivantes, comment voilà, ces configurations vont se mettre en place. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce qu'il est loin d'être trop tard encore. Et puis la semaine dernière, je vous ai interrogé. Merci pour les commentaires. Vous pouvez encore d'ailleurs me donner votre avis, bien sûr. Merci pour les commentaires, vos retours. Donc ce qui est acté et les retours que vous m'avez donnés globalement, bon, c'est la vidéo sur les crypto-monnaies, on va faire ça une fois par mois, c'est mon engagement jusqu'à la fin de l'année. Les matières premières, je suis en train de voir, je sais que c'est une grosse demande, notamment sur l'or, l'argent, une grosse demande de votre part, voir un petit peu les articles et les professionnels qui pourraient aussi venir amener du contenu professionnel justement sur la newsletter, mais même
peut-être en vidéo, ça peut être hyper intéressant. Format podcast, vous avez été un petit peu partagé. Donc voilà, peut-être que je le ferai, mais je ne le mets pas en prio pour le moment, sauf si tout à coup dans les commentaires je vois que les choses changent, mais globalement, a priori, c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse énormément, donc on le fera peut-être, mais peut-être effectivement au cas par cas. Voilà, donc merci beaucoup pour vos retours. Comme d'habitude, moi je m'adapte à vous, hein. J'essaye bien sûr de faire des choses que j'ai envie de faire, mais j'essaye surtout de m'adapter au public qui me fait bien sûr la joie, l'honneur de me regarder. On attaque avec le programme de cette vidéo, un programme qui sera bien sûr comme à l'habitude, chargé. D'ailleurs, il y en a aussi, alors ça c'est une question aussi, hein, depuis longtemps, il y en a qui me disent, est-ce que c'est pas plus intelligent, ou mieux, je sais pas, de faire 2 parties de vidéos, avec 2 vidéos distinctes, puisqu'il y a la première partie qui est plus géopolitique, avec la question de la semaine, et la deuxième partie analyse action. Là aussi, alors voilà, j'aimerais aussi avoir vos avis là-dessus. Moi, c'est vrai que, je vous dis la vérité, pour moi, c'est plus facile de tout faire d'un trait. Voilà, c'est plus facile, parce que, évidemment, j'ai encore moins de montage, ça m'évite de publier 2 vidéos, etc. Mais bon, j'entends aussi que certains, voilà, peut-être se disent, ben, moi je regarde le format écho, macro le vendredi, et puis le samedi je regarde le format action. Bon, vous allez me dire, on peut aussi, c'est une vidéo, hein, donc on peut l'arrêter. Mais dites-moi en commentaire, voilà, ça aussi, ça peut faire partie éventuellement des pistes de réflexion, si vous, éventuellement, vous préférez 2 vidéos. Bon, au niveau des actions, bon, on parlera donc bien sûr de cette vidéo de la macro, des indices, du CAC Small. On parlera bien entendu également de la macro, on fera un petit point macro, on fera la question de la semaine, question intéressante d'ailleurs qui m'est souvent demandée sur les volumes et notamment les réductions de volatilité. Et puis on se lancera, et bien sûr, les actions, on parlera... Alors il y a des suivis, il y a des trades aussi, qu'on avait ensemble, que vous avez proposé, donc certains se sont arrêtés, certains sont encore vivants. Donc c'est un mélange comme d'habitude, j'essaie de faire un mélange de suivi, de mettre aussi des nouvelles valeurs pour que tout le monde soit un petit peu content. Je sais qu'il y a des déçus, hein, chaque semaine je sais qu'il y a des gens, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'ils me proposent des titres, mais si je ne les mets pas en avant, c'est pas parce que c'est des mauvais titres, c'est que vous voyez, je suis quand même limité, quoi, une 40aine de titres peut-être, 30aine de titres par vidéo, donc voilà, il faut faire des choix, et c'est vrai que voilà, je fais du mieux que je peux, encore une fois, et les vidéos, vous l'avez vu, sont longues, voire de plus en plus longues. Donc bref, Air Liquide, Alstom, Capgemini, Stellantis, Kering, Forvia, Valeo, Ubisoft, TKH, Soitec, Biomérieux, Basic, Fit, SMCP, Alphen, Air France, Esso, Hoffman, Engie, Carrefour, Worldline, ASM Holding, Equasens, Mersen, Interparfum, Equinox, Sodexo, Elior, Arcadis. Aux États-Unis, nous irons voir United Health, Petroleum, je crois que j'ai oublié, Brasileiro, Coinbase, AMD, PDD, Apple, Nvidia, le titre à suivre, et le screener trend following. J'ai dû mettre même une action en trop du coup, puisque je vois que c'est décalé. Bon, tant mieux, on aura une action en plus. Oui, je crois que c'est Apple que je voulais pas analyser, mais après tout, on peut la regarder. Bref, donc voilà, on va démarrer sans plus attendre parce qu'on a du boulot. Encore une fois, 1000 merci, hein, 1000 merci pour vos nombreux commentaires. Tous les vendredis, vous êtes de plus en plus nombreux, hein. Je crois qu'il y a plus de 12 000 abonnés, mais ce qui est impressionnant sur cette chaîne, qui m'a toujours impressionné depuis le départ, c'est que, eh bien, en effet, il y a 12 000 abonnés, mais les vidéos font toujours entre 7 et 10 000 vues. Donc il y a un taux de personnes qui regardent qui est assez extraordinaire. Donc ça, c'est quand même, voilà, ça veut dire que le succès n'est pas très grand, de la chaîne est très modeste, ça me va très bien, je vous rassure. Mais par contre, c'est vrai que les personnes qui sont abonnées à la chaîne, en général, ne loupent pas les rendez-vous. Donc ça, c'est quand même fort agréable, et je vous remercie, c'est une fierté et un honneur pour moi de faire ça chaque semaine. Et je le dis souvent, mais je le pense sincèrement, je suis un immense privilégié de pouvoir transmettre ma passion à vous qui m'écoutez de manière attentive, et pour l'immense majorité quand même dans un climat de bienveillance qui dénote un petit peu avec ce que l'on voit sur les réseaux, et surtout avec ce que l'on entend dans ce monde très triste.
Donc ça nous fait une parenthèse, je crois, à vous et à moi aussi. Et c'est très bien comme ça, et que ça reste le plus longtemps possible comme ça. Bon, alors au niveau du résumé de la semaine, on va démarrer comme d'habitude par la saisonnalité. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je sais que c'est quelque chose que vous appréciez aussi, ça vous fait votre routine, ça aussi c'est important, parce que si un jour je ne suis plus là pour une raison X ou Y, bah, vous aurez quand même une base de routine, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'avant d'aller dans les graphiques, avant d'aller regarder les actions, avant d'aller regarder même les indices, vous regardez un certain nombre de critères globaux, environnementaux, qui font que vous vous mettez dans un contexte général qui déjà vous donne des probabilités supérieures éventuellement ou inférieures selon effectivement par exemple la saisonnalité. Exemple, encore une fois, ce n'est pas un indicateur qu'il faut utiliser seul, mais par exemple, vous savez qu'un signal d'achat qui va se déclencher en plein milieu du mois de septembre sera très certainement moins prolifique, aura peut-être moins de probabilité de réussir qu'un qui va se déclencher au mois de décembre, par exemple. Donc, ça, encore une fois, il ne faut pas prendre le critère seul, mais c'en est un. Le mois de mai va petit à petit, enfin on arrive sur la deuxième partie du mois de mai. D'ailleurs le challenge aussi, on est sur la deuxième partie. Heureusement d'ailleurs, je commence à avoir mal aux jambes. Donc le mois de mai va s'achever, c'est un mois de mai qui va ressembler très certainement au mois de juin, c'est-à-dire un mois de normalisation. D'ailleurs c'est un des titres que je vais mettre en suivant sur la partie macro. Le mois de juin va ressembler à ça, surtout la première quinzaine du mois de juin. La deuxième en général est bien mieux, bien meilleure. Et le mois de juillet est plutôt pas mal. C'est après que les choses se gâtent. On a le temps, j'y reviendrai. Ça, c'est des statistiques, hein, bien sûr. Hein. Ce n'est ni plus ni moins que des statistiques qu'il faut prendre comme telles. Donc, pour le Nasdaq, c'est la même chose. Hein, post-année électorale, hein, le mois de mai, voilà, est toujours un mois quand même positif. Mais, et le mois de juin, voilà, j'ai pas décalé le rouge, excusez-moi, mais on est à 50%, vous voyez, le mois de juin, oui, le mois de juin, lui, par contre, est un petit peu moins agréable sur les techs, voilà, un petit peu moins puissant, c'est un des mois les plus faibles, un des 4 mois les plus faibles, c'est assez, quand même, globalement, voilà, étonnant. Au niveau du Dow Jones, donc la saisonnalité, vous voyez, hein, donc la périodicité entre mai et juin. Ah non, vous voyez, sur le Dow Jones, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'était la deuxième quinzaine qui était la meilleure sur le mois de juin. Ben là, non, vous voyez, c'est plutôt la première sur le Dow Jones qui est plutôt pas mal. Sur 128 ans, on a quand même du recul. Mais bon, ça diffère légèrement selon les indices, on va le voir. Hein. Normalement, il y a des petites différences. Au niveau du Nasdaq, bah non, c'est à peu près pareil. Voilà, un mois de juin un petit peu en dents de scie. Avant, par contre, voilà, d'avoir un mois de juillet qui est beaucoup mieux. Là, c'est le DAX. Le DAX, un petit peu pareil aussi, hein, on le voit, voilà, bon, la fin mai, début juin est plutôt pas mal avant d'avoir un petit peu de zigzag et avant d'avoir du mieux ici sur le mois de juillet, donc ça correspond à peu près au reste. Alors le CAC, lui, par contre, en général, le mois de juin est pas très bon, autant la fin mai est plutôt pas mal, le début juin est pas trop mal, et puis généralement derrière, attention, parce que généralement, c'est beaucoup moins bien, notamment sur les 37 dernières années. Et d'ailleurs, si on fait un petit focus en termes de perf pur hein, sur le CAC 40, c'est un graphique de notre statisticien sur MTT d'ailleurs qui nous donne les chiffres tous les mois, très intéressant. Bon, de voir alors notamment sur les 10 dernières années. Alors le CAC 40 sur les 10 dernières années a une performance moyenne ici en haut de moins 0,8%. Ce qui n'est pas alarmant, hein, loin de là. Et on voit que voilà, c'est 50% de rouge, 50% de hausse. Donc voilà, quelle sera la performance? On fera la mise à jour fin mai, début juin pour voir ce qu'on a réalisé. Mais globalement, il ne faut pas s'attendre à une immense performance en moyenne sur le CAC 40. Là où c'est plus intéressant, vous le savez, c'est bien sûr sur les small. Sur les small, je peux rajouter les mid, hein, parce que globalement, c'est un petit peu similaire. Donc effectivement, le CAC Small, lui, a tendance à surperformer. Il y a plus d'années effectivement positives sur les 10 dernières, et surtout, lorsqu'il y a des performances positives, elles sont souvent très belles. L'année dernière, ça a été le cas. Même si effectivement, voilà, des années comme ça à plus 9%, il n'y en a pas chaque année, mais on a eu quand même des belles années, oui, plus 7, plus 6, etc. Donc, voilà. Et on voit que le CAC Small, d'ailleurs, hein, on le reverra dans le détail sur les graphiques, surperforme. Notamment depuis le rebond. Et je pense même depuis le début de l'année d'ailleurs. Donc voilà un petit peu pour ça. Au niveau des publications, bon, on commence à souffler hein, véritablement, ça y est. Donc on arrive, on a eu ici la dernière semaine un peu complexe. On va arriver sur la dernière semaine de mai où voilà, les publications vont ralentir. On est tranquille jusqu'à juillet. Donc
voilà, celles et ceux qui veulent prendre quelques jours pour se reposer, c'est peut-être l'occasion. Mais voilà, on est un petit peu plus tranquille. Alors attention, il faut regarder toujours hein, quand même les dates de publication, le week-end, etc. Parce qu'il en reste toujours. Hein, il y a toujours des mid and small qui publient, etc. Mais voilà, globalement, on a passé, bien évidemment, le plus gros sur la majorité des actions. Donc, on rentre maintenant un petit peu plus dans le dur. Alors, j'ai appelé cette partie-là, la partie un peu écrite, je l'ai appelée la normalisation. Donc, rassuré par la récente accalmie sur le front du commerce, les bourses mondiales ont désormais effacé l'intégralité. Vous vous rendez compte, hein, le Nasdaq est vert au moment où je vous parle. Ont effacé l'intégralité, vert sur l'année bien sûr, l'intégralité des pertes qui avaient suivi le choc des annonces tarifaires du Liberation Day. Donc bien sûr, porté par les Mac 7, bien sûr, le Nasdaq notamment, mais aussi le S&P et aussi le Dow Jones, mais le Nasdaq beaucoup, a rebondi très fortement, 56% de rebond pour Nvidia notamment. Alors bon, évidemment, on est très content, je suis très content, j'ai eu la chance, la réussite, parce qu'il faut beaucoup de réussite pour avoir quasiment le point bas. Donc très bien, j'en ai encore, on y reviendra, on fait le suivi, bon. Mais c'est quand même impressionnant. Et il y a une vidéo, il y a avant la chute, je crois que c'était genre le mois d'avril l'année dernière. Il y a à peu près un an, j'étais passé sur une chaîne où j'avais fait une interview, certains l'avaient vu sur la chaîne de vidéo bourse de Fabien. Et Fabien me disait qu'on était sur les plus hauts et tout ça, et il me disait quelle sera la surprise, est-ce que le marché va baisser? Ce que j'y avais répondu, je retrouverai l'extrait, et ce que j'y avais répondu, c'est que la surprise, c'était pas que les marchés allaient baisser, parce que, voilà, encore une fois, les marchés ont baissé, c'est des choses qui arrivent très régulièrement, et de toute façon, comme je dis souvent, si tous les jours vous annoncez qu'il va pleuvoir demain, un jour ou l'autre, vous allez avoir raison. Donc que les marchés baissent, c'est quelque chose, ouais, c'est le timing qui compte. Donc dire les marchés vont perdre 20%, bon, on était nombreux à le dire, il y avait des surévaluations, donc voilà, là-dessus, pour moi, il n'y avait pas de réelle surprise. Par contre, pour moi, ce que je disais dans cette vidéo, encore une fois, il faut que je retrouve l'extrait, mais bon, vous savez que je vous dis les choses, je sais pas, j'ai beaucoup de défauts, mais pas celui de mentir. Je disais la surprise de ces marchés-là, de ces nouveaux marchés-là, c'est que ce qu'on a vécu, notamment pendant le Covid, avec une reprise en V-bottom, je pense que c'est des choses qu'on va revoir très régulièrement. C'est ce que j'expliquais dans cette vidéo. Et là encore, c'est un V-bottom parfait qu'on a vécu. Le DAX, vous regardez, c'est un V-bottom. Le CAC, c'est un V-bottom. Le Nasdaq, c'est un V-bottom. Le Dow Jones est un petit peu plus faible, mais c'est un V-bottom aussi. Vous regardez même tous les indices, hein, même mondiaux, hein, quasiment, ce sont quasiment que des V-bottom sur la reprise. Qu'est-ce que c'est un V-bottom? Ça veut dire on a fait une grosse chute et on a fait un rebond qui a été aussi violent que ça, sans construction intermédiaire, quasiment très peu. Et donc je pense que on est sur un contexte. Voilà, il y a beaucoup qui me demandent quelles sont les choses qui ont changé au niveau de la bourse ces dernières années. Il y a, contrairement à ce que beaucoup pensent, les graphiques n'ont pas vraiment changé. C'est-à-dire que quand vous regardez les patterns qu'il y a aujourd'hui, vous regardez les graphiques des années 70 ou 80, bon, les patterns se reproduisent de la même manière. Bon, même s'il y a plus d'algorithmes, bon, ok, mais quand même, voilà, les patterns sont toujours là, grosso modo. La volatilité, elle est là aussi, ça a toujours été. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas, il faudrait vraiment avoir des stats précises, mais je ne suis pas persuadé que les marchés soient plus agressifs ou plus nerveux aujourd'hui que dans les années 60 ou 70. Voilà, je ne suis pas persuadé du tout. Par contre, ce qui est vrai, c'est que contrairement par exemple à 2008, où on a eu une véritable construction de marché baissier avec des rebonds, des rebaisses, des rebonds, des rebaisses, des constructions, des rebaisses, des constructions, des rebaisses. Là, on a eu, notamment avec le Covid, et notamment là, on l'a vu très récemment, une espèce de V-bottom où en fait, tout ce que vous perdez 20% en un mois, le mois plus tard, vous êtes revenu même positif. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui a pour moi beaucoup changé. Les raisons, évidemment, c'est les liquidités. Hein. C'est les liquidités, il doit y avoir d'autres explications aussi. J'ai pas tous les tenants, les aboutissants, vos avis m'intéressent, mais pour moi, c'est quand même une grande partie des applications. À Wall Street, l'indice S&P 500 est même reparti en territoire positif. Même le S&P 500, je ne savais même pas que le S&P 500, je pensais qu'il était toujours légèrement rouge. Il est repassé, c'est les données d'hier. Hein. Le CAC affiche pour sa part un gain de 6% depuis le début de l'année, tandis que le DAX évolue sur des niveaux déjà records.
Donc c'est assez incroyable. Sur le plan conjoncturel, l'économie américaine est probablement à un point d'inflexion, mais les données d'activité et d'emploi ne traduisent pas de rupture. Encore, puis-je ajouter, souligne Axel Bott, directeur de la stratégie marché chez Ostrom AM. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour moi, on est bel et bien, probablement, et c'est le scénario principal que j'ai toujours, dans un scénario de construction de j'allais dire de très moyen terme, j'allais dire de long terme même, c'est-à-dire que pour moi, le marché, eh bien, il fait la première attaque baissière, il fait le rebond technique qui est tout aussi violent. Derrière, nous aurons une autre attaque baissière moins violente, un autre rebond moins violent, etc., etc., etc. Et c'est ce qui, je pense, c'est mon scénario numéro 1. Il y en a d'autres hein, qu'on a et qu'on va représenter à nouveau pour les nouveaux. Mais pour moi, globalement, et je pense ça depuis des mois, vous le savez, je pense qu'on est sur un marché qui risque de ranger ou faire des figures, j'en sais rien, mais en tout cas, qui risque d'être très stable et construire des grosses figures de moyen long terme. Encore une fois, mauvaise nouvelle, je pense, pour les ETF sur les indices principaux, parce qu'il y a des choses à faire, on le verra notamment sur les pays émergents, etc. Bon, on en a beaucoup parlé des pays émergents, hein, donc ils ont déjà beaucoup progressé, bien sûr. Mais par contre, voilà, sur les pays occidentaux, et notamment américains, peut-être que le potentiel, encore une fois, n'est pas forcément immense devant nous. Donc voilà, on a aussi voilà, beaucoup de pullback, hein, dans des gros niveaux de moyenne mobile. On le voit là aussi. On voit là aussi que certains font le parallèle avec ce qui s'est passé sur le marché baissier de 2022. Bon, à voir, peut-être que oui, effectivement, on peut avoir un marché qui repart à la baisse. On peut considérer aussi que c'était un marché baissier sur un an. Un marché baissier de un an, est-ce que c'est pas juste une consolidation intermédiaire? Est-ce qu'on pourrait avoir là aussi? Donc pour moi, c'est pas déconnant. Je pense pas qu'on aura autant de volatilité. Je pense pas qu'on ira aussi bas sur ce marché-là. Mais bon, tout est possible. Évidemment, il faut garder en tête que même si je sais que la plupart des économistes ont écarté déjà la probabilité d'une récession, pour moi, ce n'est pas fait encore. J'estime les probabilités à 1 sur 2, même peut-être encore un petit peu plus, probabilité d'une récession aux États-Unis. C'est mon avis. Tant que c'est pas écarté fermement ce scénario-là, eh bien, je ne l'exclus pas. On a eu une inversion des courbes de taux 2 ans, 10 ans. Généralement, ce signal, il est quand même assez important et généralement, il donne des probabilités de récession qui sont eh bien, assez fortes. Donc voilà, pour le moment on est encore en stand-by. Là aussi où on est en stand-by, il y a beaucoup de choses qui sont en stand-by, beaucoup de choses qui sont en construction comme ça. On a le sentiment que les investisseurs sont presque en train de se regarder dans le blanc des yeux et notamment sur le pétrole. On en a parlé du pétrole, hein, d'ailleurs, c'était sympa la semaine dernière sur la différence entre le Brent et le WTI. Vous savez ce que je vous disais, moi, tant que, effectivement, alors je crois que c'est le WTI, ne repasse pas au-dessus des 65 dollars, eh bien, je considère que on n'aura pas écarté totalement la possibilité d'une récession. Donc je pense que là, le marché est en train de construire, on va construire sa figure sous cet énorme support. Et effectivement, il y a deux hypothèses de travail. Soit on réintègre, et là, très certainement, c'est bullish, et là, très certainement, on va avoir les marchés qui vont effectivement s'aligner et se mettre à aller exploser les records très rapidement. Ça voudra dire très certainement qu'il y a une news, etc., etc. Mais derrière aussi, ça ne fera pour moi que repousser la récession parce que derrière, on peut avoir un phénomène inflationniste qui handicaperait lourdement plus tard les entreprises et même nous hein, au quotidien. Bref, bon, je mets ça de côté parce que sinon ça va être trop long. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que vous voyez, on a là aussi un point d'inflexion hein, sur le nombre de titres d'entreprises du S&P 500 qui ont mentionné le terme intelligence artificielle dans eh bien leur earning, ce qui veut dire que bon peut-être qu'on commence à avoir une espèce de lassitude sur ce thème-là,
et c'est un thème qui a porté globalement les indices, notamment américains et la tech. Donc là aussi, est-ce on n'est pas en train de vivre un début d'essoufflement sur ce phénomène-là? Donc à suivre bien sûr de près. Et puis, il y a un indicateur, pour moi c'est peut-être l'indicateur qu'il faut regarder, c'est celui-ci. C'est le taux à 10 ans américain. Le taux à 10 ans américain qui, malgré la baisse de l'inflation, lui, n'a fait que monter. Et là, il est dans une période, une grosse période, c'est un graphe mensuel, hein, un taux à 10 ans qui fait un tel pattern en mensuel. Je ne sais pas si ça va péter par le haut ou si ça va péter par le bas, mais ce que je sais, c'est que quand ça va péter, ça va aller très vite, très fort. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que si c'est le cas et que ça va très vite, très fort, on va se heurter, que ça casse par le haut ou que ça casse par le bas, pardonnez-moi, on va se heurter de toute manière à des problématiques. Si ça casse par le haut, très bien, le marché joue l'euphorie, la reprise, c'est la fin de la guerre, l'Ukraine et la Russie se font des bisous, les États-Unis et la Chine se font des bisous, l'Europe fait des bisous à tout le monde. Bon, ça, nous, on est habitués, on fait des bisous à tout le monde tout le temps. Et donc, ça veut dire, voilà, tout le monde, voilà. Mais la problématique de ça, c'est que la problématique ne sera pas court-termiste, puisque du coup, on sera tous contents, derrière, reprise, etc., des activités, la croissance, etc. Mais évidemment, vous avez très bien compris où je veux en venir, ça va creuser, ça risque d'avoir un phénomène inflationniste aussi assez fort. Et donc derrière, ce phénomène inflationniste, qu'est-ce qu'il va causer? Il va causer probablement derrière une réaction, notamment des banques centrales, à dire non seulement on ne peut plus baisser, mais on va être obligé de réaugmenter les taux parce que la croissance, l'activité, repart à la hausse et que voilà, on est en surchauffe, quoi. Donc voilà pour ça. Et donc je pense que si on pète par le haut, ce sera une très bonne nouvelle à court terme. Ça portera les marchés à aller faire notamment des nouveaux plus hauts. Mais derrière, la sanction sera assez terrible. Ça, c'est si on pète par le haut. Si on pète par le bas, récession. Ça veut dire que le marché, en fait, il attend même plus grand-chose. Et pour moi, le marché est en train d'acter tout simplement une récession. De toute façon, comme je vous l'ai dit toujours, tout le monde s'affole lorsque les taux montent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faudra s'affoler quand les taux baisseront. Donc, soit ils montent tout de suite avant de baisser, et donc là, c'est là où il faudra s'affoler, soit ils cassent tout de suite par le bas, et c'est désormais là où il s'affolait. Pour le moment, le marché, il est impeccable, il est dans son petit fauteuil, il se dit oui, les taux sont élevés, mais ça va, ça se tient. Les taux, effectivement, voilà, sont au-dessus de l'inflation, etc. Mais globalement, les résultats sont bons, il y a encore du cash, etc. Donc, bah, on s'en accommode. Et évidemment, hein, vous le savez, hein, il y a un sujet qui va inévitablement, surtout si les taux restent hauts, qui va revenir sur le devant de la scène, bien entendu, c'est le sujet de la dette des États qui est extrêmement élevé. On le voit encore, hein, progression des États-Unis, de la France, du Canada, de la Belgique, etc. etc. Et puis il y a un sujet également dont peu parlent, mais moi c'est une stat que je regarde beaucoup, c'est la collecte nette du livret A et du LDD. LDD, c'est le livret de développement durable et solidaire. Donc ce sont deux livrets en fait qui sont réglementés par l'État, qui sont nets d'impôts, qui ont une faible rémunération. Je ne sais plus la rémunération actuelle, on doit retourner aux alentours de 2% maintenant, ou 1,75 sur le livret A, et le LDD d'ailleurs, normalement c'est la même rémunération. Qu'importe, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les flux surtout, et la collecte nette. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors, vous pouvez exclure bien sûr le mois de décembre, hein, puisque le mois de décembre c'est le mois des cadeaux, etc. Donc, le mois de décembre est toujours un mois très particulier au niveau de la collecte. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de faire une moyenne sur les 3 premiers mois. Pour le moment, on a des stats arrêtées sur le premier trimestre. Bon, 0,89, 1,58 et 1 milliard. On va dire qu'on a une moyenne à 1,2, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais 1,2 milliard, très bien. Par contre, l'année dernière, regardez les 3 premiers mois, 3,25, 3,4, 2,44. Donc on avait une moyenne proche de 3 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le premier trimestre de cette année 2025, les gens sur le livret AELDD ont épargné 3 fois moins que l'année dernière. Ça veut dire qu'une famille qui avait l'habitude, par exemple, d'épargner 300 € l'année dernière, sur les 3 premiers mois, eh bien, en moyenne, eh bien, depuis le début de l'année, il n'épargne plus que 100 €. Qu'est-ce que ça veut dire?
ben, ça veut dire qu'ils sont pris un petit peu à la gorge. Ça veut dire que le pouvoir d'achat, au lieu voilà, d'avoir potentiellement un pouvoir d'achat qui augmente ou se stabilise, ben, le pouvoir d'achat est grignoté pour diverses raisons, l'augmentation des coûts, pourquoi pas aussi, on a vu des rebonds du chômage en France, etc. Peu importe les raisons, mais ça veut dire en tout cas que potentiellement, ils ont moins d'épargne à investir. Et s'ils ont moins d'épargne à investir sur le livret A, suivez mon regard, ça veut dire aussi qu'ils ont moins d'épargne à investir en bourse. C'est tout à fait logique. En général, on remplit son livret A, plus ou moins, hein, et puis ensuite, une fois que c'est rempli, on dit bon, ça ne me rapporte pas grand-chose, je vais essayer d'aller voir ailleurs si on peut faire mieux, et c'est là où on commence à s'intéresser à la bourse. Mais en général, quand notre livret A, on a moins d'épargne dessus, la bourse, ça devient secondaire, tout à fait logique. Tout ça pour vous dire que à un moment donné ou à un autre, si cette dynamique continue, on peut aussi avoir un problème de flux, non seulement de flux qui entrent, mais peut-être, si la situation s'aggrave, on peut avoir une problématique de flux qui sortent. Et on sait que les investisseurs sont majoritairement investis avec la mode des ETF sur les ETF, notamment les ETF qui représentent les indices mondiaux, dans lesquels certaines valeurs sont encore surpondérées en termes de valo, dans les indices. Et donc, derrière, si vous retirez des flux, attention, on peut avoir encore beaucoup de volatilité. C'est la raison pour laquelle on a eu aussi beaucoup de volatilité sur les indices, pour moi, ces derniers mois. Donc voilà, je conclus en disant cela. Deux sujets, évidemment, donc à regarder, c'est toujours les mêmes. Donc les taux, l'inflation, et le taux également de chômage qui, tant qu'il reste sous 4,4, 4,5, on maîtrise à peu près le degré de chômage. Toute la question est de savoir, pour moi en fait, je fais un résumé, je pense que la récession aux États-Unis n'est pas à écarter du tout. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le marché va jouer une euphorie avant d'acter une récession ou est-ce qu'il va acter une récession tout de suite. Pour moi, c'est le scénario le plus probable. Je sais que ça va au contraire de la majorité bien sûr des experts, etc., et des économistes. Et moi, je ne suis pas économiste, je suis juste un petit passionné qui connaît 2-3 graphiques, c'est tout, pas plus. Mais bon, voilà, ça va être très intéressant, encore une fois, à regarder. Et de toute façon, comme je vous le dis toujours, la seule chose qu'il faut regarder impérativement, ce sont les graphiques. Tous vos scénarios n'ont de sens que lorsqu'ils sont actés et quand ils sont validés par vos graphiques. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas le bon timing. Donc il vaut mieux avoir tort sur du long terme, mais à court terme être dans le bon sens, plutôt que le contraire. Parce qu'en général, quand à court terme, on est dans le mauvais sens, même si dans 2-3 mois, vous finissez par avoir raison, vous avez beaucoup souffert et en général, vous avez acté des pertes. Ok ? Donc cette semaine, très important, cette semaine, vous aurez la table des investisseurs avec, vous le savez, le suivi du portefeuille Forteresse, mais surtout, cette semaine, vous aurez une lettre, vous aurez la nouvelle lettre mensuelle aux investisseurs. Je sais que vous adorez ça, puisque c'est une lettre écrite par des professionnels pour nous, uniquement pour nous, bien sûr c'est gratuit, je n'ai pas la peine de discuter de ça. Nous aurons donc plusieurs parties. Pour vous teaser, il y a une vidéo de Tradosor sur une stratégie de trading, etc., qui est super. Bon, voilà, vous verrez, je vous annoncerai ça dans la semaine. C'est une très belle lettre mensuelle, je suis très content. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire avant mercredi. Je vous mettrai les liens, vous les avez également en description. Bref, tout ça, encore une fois, est totalement gratuit. Voilà. Donc sur la partie macro, c'est fait. Question de la semaine, c'est une question de Dio qui nous dit, c'est en bas. Question technique pour donner un peu plus tard. Est-ce que la réduction de volatilité sur un titre dans le contexte où les volumes sur les indices baissent également, genre en ce moment sur le CAC à la même valeur? Donc en gros, la question qui nous est adressée, c'est de savoir, vous savez, ce phénomène de réduction de volatilité et réduction de volume qui généralement engendre un mouvement puissant, est-ce qu'on le constate également sur les indices? On le constate, on l'a vu sur les actions, c'est ce qu'on vous montre, ce que je vous montre chaque semaine depuis des mois et des mois et des mois, des années même pour certains que je remercie, que j'embrasse. Mais est-ce que on peut constater le même phénomène sur les indices? Alors d'abord, je vais juste rappeler les grandes théories sur ça. Donc pourquoi, pour moi, la réduction des volumes peut-elle précéder un mouvement puissant? Parce que d'abord, vous avez une phase d'accumulation ou de distribution silencieuse. Quand les volumes baissent fortement, l'actif entre souvent dans une phase de latéralisation. On ne sait pas en réalité quelle va être la figure. Ça, vous ne pouvez jamais deviner à l'avance.
moi, je m'amuse parce que voilà, de l'intuition parfois, et des fois je tombe juste, c'est vrai, des fois certains me disent t'arrives, mais non, mais c'est parce qu'en fait c'est voilà, c'est une intuition plus qu'autre chose et de la réussite, mais voilà, on peut tracer des biseaux descendants, voilà. Mais en réalité, on ne sait jamais à l'avance, moi non plus, quelle va être la figure qui va être construite. Même si généralement les actifs ont tendance à répéter des figures qu'ils ont déjà construites par le passé. C'est-à-dire que si vous avez une action qui a l'habitude de travailler sur des biseaux descendants, souvent elle a tendance à répéter dans les corrections des biseaux descendants. Mais c'est pas quand même toujours le cas. Les gros acteurs fonds institutionnels accumulent ou distribuent en silence sans faire bouger les prix. Ce sont souvent les smart money qui prennent position discrètement quand tout le monde s'ennuie. Évidemment, si vous avez, mettez-vous toujours, je dis, la force d'un investisseur, c'est de gérer votre argent comme si vous gérez, parce que souvent on dit, il faut gérer votre argent comme si par exemple, si vous avez 10 000 euros, gérez-les comme si vous aviez 1 000 euros pour vous enlever de la pression. C'est le contraire, il faut faire le contraire. Si vous avez 10 000 euros, gérez-les comme si vous aviez 10 millions d'euros. Pourquoi? Parce que vous allez vous comprendre comment les fonds agissent. Je vous donne un exemple très simple. Admettons, vous voulez rentrer je prends l'exemple de Katana, par exemple. Tiens, Katana, c'était une valeur, c'était une belle valeur, plus en difficulté. Bon, je ne reviens pas sur le fondamental, c'est pas d'intérêt, mais c'est une valeur, une bid and small, sur laquelle il y avait du flux, notamment post-Covid, etc. Donc il y avait des volumes, etc. Bon, bref, très bien. Mais il est vrai que depuis quelque temps, elle est beaucoup moins liquide. Bon, je sais pas, j'ai pas regardé ces derniers temps, mais à mon avis, on doit tourner aux alentours de 150 ou de 200 000 euros échangés en moyenne par jour. Vérifiez-le, mais je pense qu'on doit tourner dans ces alentours. Mais prenons ça comme exemple. Admettons que vous ayez un fonds à gérer et que sur Katana, vous voulez rentrer 3 millions d'euros. Comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas faire achat au marché le lundi matin sur Katana. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous allez faire exploser le cours. Et vous-même, vous allez acheter plus cher. Les premiers titres que vous allez acheter vont être au cours normal, entre guillemets, et puis les derniers, vous allez acheter à plus 30 ou plus 40, parce que vous aurez fait exploser et décaler le carnet d'ordre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez acheter petit à petit, tous les jours, un petit morceau pour rester dans la discrétion et pour qu'il y ait des volumes très faibles pour attirer aucun petit investisseur, déclencher aucun screener, etc. Et généralement, les derniers jours, une fois que vous avez mis 90% de ce que vous alliez mettre, que ce que vous vouliez mettre, vous appuyez fort. Vous appuyez fort et là, pour le coup, vous attirez les petits investisseurs que nous sommes qui disent « Oh, il y a des volumes, il faut y aller ». Sauf qu'en fait, les fonds, ça fait peut-être des jours, voire peut-être des semaines, que eux, ils accumulent. Compression de volatilité égale énergie emmagasinée. Moins de volume, moins de volatilité égale consolidation. Cette compression crée une tension technique. Une fois que le signal clair apparaît, cassure de support ou de résistance, l'énergie se libère brutalement. C'est ce qu'on appelle communément, bien sûr en analyse technique, le breakout. Exemple, une bougie explosive, un Marubozu, un gap, breakout avec volume, etc., etc., etc. Bon, il peut y avoir tout un tas de signaux techniques, bien sûr, qui déclenchent cela. Piège psychologique et faux sentiment de sécurité. Quand il ne se passe rien, c'est vrai, beaucoup d'investisseurs sortent du marché, souvent par ennui. Quand vous êtes dans une valeur qui ne fait rien depuis 5 jours, 10 jours, souvent, malheureusement, trop de gens disent c'est bon, elle fait rien cette valeur, à côté, moi j'ai tout qui monte, ou tout qui baisse, ou tout qui bouge, moi je me fais chier, pardon, je sors. Surtout pas faire ça, c'est là où c'est intéressant. Moi je dis souvent en bourse, quand on s'ennuie, c'est bon signe. Que ce soit pour les investisseurs long terme ou les investisseurs court terme. Donc si vous vous ennuyez, et si sur les indices également on s'ennuie, en général, c'est bon signe. Résultat, le mouvement surprend et provoque le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater le train, et de la panique. Cela amplifie le mouvement. Parce que quand, dans la phase de létalisation, pendant des semaines, vous avez attendu, vous vous êtes lassé, vous dites je sors, et puis tout à coup, boum, il y a une explosion. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vite, il faut que je rentre. Il faut que je rentre, j'y étais, j'ai loupé, il ne faut pas que je loupe la hausse. Vous rentrez et là, vous entraînez quoi? Vous entraînez vous-même une hausse supplémentaire. Et donc les gens et les investisseurs et les fonds qui ont accumulé dans la phase de latéralisation, eux sont évidemment très contents. Et c'est là où, généralement, il y a beaucoup de volumes qui s'échangent. Pourquoi? Parce que c'est là où, généralement, eux, lorsque le prix a bien décalé, ils sortent. Ok, donc pour répondre à Gio, est-ce que ce phénomène-là est vrai également sur les indices? La réponse est oui, bien entendu. Je vous ai mis 2-3 exemples comme ça, à la hausse comme à la baisse, hein, bien sûr, parce que le décalage, il peut se faire à la hausse comme à la baisse.
Bon, là, par exemple, vous avez vu sur le CAC 40, on a une grosse phase de latéralisation avec, avec des volumes qui étaient quand même relativement faibles. Bon, ben derrière, quand ça break, on a une accélération. Vous avez pris quelques... Voilà. On a également dans des phases baissières la même chose, hein. Donc, on avait une phase baissière, consolidation, regardez les volumes, absence totale, quasiment totale de volume. Très rare, hein, d'avoir si peu de volume d'ailleurs. Et derrière, paf, derrière, on déclenche et derrière, on a une grosse attaque baissière. Donc, quand même, on passe de 4006 à moins de 4000. Hein. Donc, c'est pas rien, c'est 15% de baisse. Le DAX, pareil, voilà, on peut avoir le même phénomène. Regardez les volumes ici, là. Regardez les volumes, là, ici, sur cette bougie-là, voilà, on avait quasiment plus de volume. Et derrière, pouf, chute, la dynamique, regardez la dynamique de chute. Consolidation, congestion, casse par le bas, break, et gap d'ailleurs aussi. Et derrière, pouf, effectivement, on a un DAX qui passe de 10 008 à 8 008. On perd quand même 2000 points, hein. C'est énorme. Hein. Donc on parle de 20%. Hein. Donc voilà, à la hausse aussi, l'exemple haussier, bien entendu, voilà, on a derrière voilà, une consolidation par exemple sur le DAX, on a voilà, une toute petite bougie, quasiment plus de volume, et derrière on a un break, et là on a les grosses bougies qui apparaissent, et là derrière on a une dynamique qui peut éventuellement se mettre en place. On ne sait pas, généralement, j'ai essayé de comprendre comment on pouvait arriver à savoir en avance quelle allait être l'amplitude du mouvement qu'allait suivre, c'est impossible. C'est impossible, je vous le dis. Enfin, si quelqu'un a des infos, moi je veux bien, mais moi j'en ai regardé des graphes, croyez-moi, nuit et jour, surtout la nuit, et j'ai pas trouvé d'indice qui pourrait prédire la force du mouvement derrière. Voilà. Je sais qu'il y a un mouvement généralement violent qui se déclenche, ça arrive plus que fréquemment, mais combien de temps ça dure? Les vagues, la taille de la vague, honnêtement, pour moi, voilà, j'ai pas trouvé. Si un jour je trouve, promis, je vous le dis, mais j'ai pas trouvé à ce stade en réalité de réponse. Voilà, donc pour la réponse, très intéressant, évidemment, très intéressant. On verra certainement dans cette vidéo aussi quelques configurations similaires. Allez, on passe donc à l'analyse des indices, bien sûr. Donc le CAC 40 extrêmement ferme. Alors après, c'est pareil, hein, ça fait 2 semaines, 3 semaines que je vois tout le monde vouloir shorter ce pauvre CAC 40. Laissez-le tranquille, cet enfant. Le CAC, enfin, je veux dire, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'acheter. Je peux comprendre parce qu'on a quand même eu un gros rebond, etc. En long terme, je peux comprendre, honnêtement, je peux comprendre que voilà, ce soit compliqué de vouloir acheter après un tel rebond. Je peux comprendre. Mais honnêtement, les amis, ben, moi je veux bien, hein, mais quel signal, alors je dis pas que le CAC va pas baisser, j'en sais rien en réalité, mais quel signal là, quand je regarde, tiens, le gap est comblé, quel signal vous avez là pour shorter le CAC? Enfin, voilà. Éventuellement, si vous commencez à dire oui, mais regarde, il y a un support ici, on repasse en dessous, donc ok, là, je serai le premier à vous dire, en effet, on casse la M10, ok, mais là, soyons objectifs. Sur un graphique long terme, on est au-dessus de la M10 mensuelle, qui est haussière. Sur un graphe hebdomadaire, on est au-dessus de la M10, qui n'est pas haussière certes, mais en même temps, avec la baisse, il faut un petit peu de temps avant qu'elle soit. Mais on est au-dessus de la M10 hebdomadaire. On a fait un nouveau plus haut, un nouveau plus haut, un nouveau plus haut, un nouveau plus haut. D'accord? Et en journalier, on est au-dessus de la M10 également, qui est haussière. Quel signal vous avez? Moi, sincèrement, je suis curieux de savoir quel signal vous trouvez à ce CAC pour pouvoir le shorter. Voilà. Je suis très curieux, donc il faut qu'on m'explique, parce que je ne vois pas, moi, c'est pas du tout, c'est une vraie question, hein, c'est quel signal vous avez trouvé, j'imagine peut-être des divergences baissières, je sais pas, quelque chose, mais moi, je n'ai strictement rien qui me dit, voilà, minimum ce niveau-là. Voilà, minimum le plus bas d'hier, éventuellement de manière très très agressive, mais bah, minimum quoi. Là pour le moment, je n'ai aucun signal de retournement sur le CAC 40 et je dirais même, même si je suis d'accord, le potentiel est limité, je dirais même que là on est plutôt en train d'essayer de breaker, au moment où on se parle en tout cas, on est plutôt en train d'essayer de breaker un nouveau plus haut. Donc c'est plutôt même encourageant. Et pour le moment, moi, et c'est ce que, voilà, nous sur le salon, vous savez, depuis 3 semaines, voilà, à partir du moment où on est repassé ici au-dessus de la M10, c'est-à-dire le 15 avril, depuis ce moment-là, on n'a fait que chercher des achats, point à la ligne. Et tant que on tiendra la moyenne mobile à 10 jours, et c'est le cas, et on a de la chance parce que c'est un mouvement très directionnel, il n'y a pas de raison, encore une fois, hein, je ne sais pas, peut-être que le CAC va se retourner, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que le CAC sera retourné, très bien,
Mais en l'occurrence, au moment où je tourne cette vidéo, et depuis le 15 avril, donc ça fait quand même, que je dis 3 semaines, ça fait un mois, il n'y a strictement aucune raison. Et les mêmes qui vous disaient attention résistance, parce que c'est toujours pareil. Il y a un truc que je veux vous dire, ça c'est important. Il y a un truc que je veux vous dire, parce que ça aussi c'est quelque chose de très important. Il y a des graphes où ils disent, regardez, ça y est, on revient sur le niveau de résistance. D'accord. Je peux vous mettre en noir. Ok. Voilà. Regarde, sinon on arrive sur le niveau de résistance. C'est le moment où il faut shorter. Ok, je vais vous dire quelque chose. À partir du moment où vous n'êtes pas sur un plus haut historique, vous aurez toujours une résistance sur la tête. Là, il y avait un niveau de résistance aussi. Ok. Là, il y avait un gros niveau de résistance. D'accord. Ok. Là, il y avait un gros niveau de résistance. Là, il y avait un gros niveau de résistance. Là, il y avait un gros niveau de résistance. Là, il y avait un gros niveau de résistance. D'accord. Donc, si vous vous amusez à chaque résistance à shorter le marché, ben les amis, vous allez en prendre des stops. Hein. D'accord. Donc, comme je vous dis souvent, les supports et les résistances, c'est bien. Les gros niveaux, les niveaux mensuels, les niveaux éventuellement hebdomadaires. Très bien. Maintenant, le plus important, je vous l'ai dit, c'est le prix, le mouvement du prix et la volatilité. Vous devez juste essayer de distinguer, et c'est le plus difficile, on pense que c'est le plus facile, mais en réalité c'est le plus difficile. Vous devez essayer de comprendre la directionnalité des prix, tout en sachant que la directionnalité peut se retourner, nous sommes d'accord. Mais en tout cas, tant que vous êtes dans la directionnalité, eh bien, effectivement, la directionnalité vous sert de guide. Et tant que vous êtes au-dessus de la M10 journalière, vous continuez à chercher des achats sur les indices qui sont à côté. C'est aussi simple que ça. Si vous faites ça, dans la majorité des cas, pas tous, ça marche pas toujours. Je suis pas en train de vous dire que à chaque fois que vous prendrez des achats au-dessus de la M10, vous serez gagnant. Pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je dis juste que si vous cherchez des achats lorsque votre indice directeur est au-dessus de la M10 et qu'à côté, vous allez chercher des actions qui sont dans le même cas, plus des configurations avec des ratios gain-risque intéressants, vous verrez que votre trading se portera beaucoup mieux, croyez-moi. D'accord ? Voilà, je fais cet aparté technique. Donc pour moi, RAS, alors oui, encore une fois, oui, voilà, donc oui, potentiellement, c'est peut-être celle-ci qui, après les 7 précédentes, fera effectivement résistance. Et là, vous verrez des graphiques qui vous diront, ha ha ha, l'analyse technique, ça sert à rien, regardez, c'est bien la preuve que l'analyse technique, ça marche à tous les coups, la résistance a fonctionné. Ouais, ce que tu oublies de dire, c'est que les précédentes n'ont pas fonctionné. Donc l'analyse technique, ça sert à énormément de choses, pas à prédire l'avenir. Ça, c'est impossible, les amis. Pourtant, vous savez à quel point j'aime l'analyse technique. Hein. Je pense que des amoureux de l'analyse technique, autant que moi, il n'y en a pas beaucoup. Bon, le small, c'est très bien. C'est très bien, c'est très ferme. Donc, on disait que, voilà, là aussi, tant qu'on reste... là, c'est intéressant, hein, parce que le small, donc le small, il a encore augmenté son rebond, hein, puisque c'est un rebond quand même de 26%, hyper intéressant. Donc voilà, pour moi, tant qu'on reste au-dessus, j'ai fait un niveau pas très large. Soyons un petit peu plus tolérants, on va dire. Tant qu'on tient le niveau, grosso modo, des 12 000 points, allez, retenez 12 000, c'est très bien. Tant qu'on tient le niveau des 12 000 points, idéalement, il faudrait construire ici pour aller breaker. Et l'objectif, c'est d'aller chercher le gap dissolution de l'année dernière. Ça pourrait éventuellement, effectivement, nous aider. On passe aux actions. Et je fais vite parce que j'ai fait, bien sûr, long, comme d'habitude. Mais c'est tellement important, je trouve, de passer du temps là-dessus. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, c'était presque une vidéo de formation. Mais là aussi, quelque part. Parce que c'est des choses dont on parle pas ou très peu. Donc voilà, Air Liquide. Bon, Air Liquide, alors c'est une action merveilleuse, hein, Air Liquide, attention, c'est pareil. Hein, tout le monde, voilà, on est tous, je crois, à peu près d'accord pour dire que c'est une action merveilleuse. Maintenant, moi, la question que j'ai envie de me poser et de vous poser, c'est est-ce qu'on est sur une opportunité d'achat? On avait proposé une opportunité d'achat sur le bas de canal, on l'a pas eu. Voilà, on l'a pas eu. Il y a eu la baisse ici. Voilà, il manquait encore, je sais pas moi, 10, 15, 20 euros. On l'a pas eu. Derrière, c'est reparti comme une balle. Tant pis. Donc, est-ce que Air Liquide peut aller faire un nouveau plus haut? La réponse est oui. Est-ce que Air Liquide est une opportunité ici ou là-haut? La réponse, pour moi, c'est non. Est-ce que Air Liquide sera une opportunité si éventuellement on se replie de manière latérale, de manière en zigzag ou quoi, et qu'on vient toucher le bas de canal? Est-ce que pour une première position, ça peut être intéressant? La réponse, pour moi, c'est plutôt oui. Ok?
Alstom, allô, alors bon, effectivement, hein, la publication, elle n'a pas été top. Mais bon, voilà, hein, Alstom, alors ça reste une tendance bien sûr très baissière sur le long terme, très baissière. Mais bon, voilà, on a toujours cette grosse zone mensuelle à aller chercher. Mais malgré la baisse, bon, voilà, c'est pas non plus. C'est que Alstom est très volatile. Donc, je vais nettoyer ça parce que quand ça devient, quand vos dessins vous plaisent plus, il faut pas, il faut pas insister. Donc voilà, on a eu cette incursion, mais voilà, c'est un graphe qui est devenu moins propre. D'ailleurs, on est pratiquement au niveau de la M200 qui est plate. Donc il faut patienter là aussi. Je ne sais pas exactement ce que voit le marché. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a une construction? Est-ce que je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça avant de repartir? Je sais pas. Là pour moi, on est un peu au niveau au milieu nulle part. Donc il n'y a pas forcément d'opportunités fortes qui se dégagent. Capgemini, elle fait un peu le pullback. Donc on avait proposé la zone où il y avait le plus bas, quasiment la zone des 110. Le plus bas, on a fait 109,8. Donc ouais, c'est fabuleux. Hein, c'est un rebond quand même de 40%. Il y a eu. Voilà, c'est un niveau d'allègement. Oui, c'est un niveau d'allègement. Si vous avez eu la réussite, moi c'est pas le cas. Je vous ai proposé la zone, mais je l'ai pas prise parce que voilà, je peux pas être partout, j'ai pas eu tout ce que je voulais. Mais en tout cas, celles et ceux qui ont eu la chance, la réussite d'avoir voilà, aux alentours des 110 du Capgemini, est-ce que c'est une zone d'allègement? Oui, parce que c'est quand même un très gros niveau. Là, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais les supports et les résistances, il faut prendre que les gros niveaux. Ben là, pour le coup, on est quand même voilà, sur un gros niveau. Si vous prenez par exemple le graphe mensuel, c'est très clair. Voilà. Il faut que sur un graphe mensuel, ce soit clair. Et là, on le voit bien. Regardez cette zone-là, c'est un très gros niveau. Donc, est-ce que c'est toujours la même chose? Alléger dans cette zone-là avec un plus 40, bah, c'est très très bien. Comme ça, bah, et le reste évidemment à stop 0. Comme ça, vous avez deux solutions. Soit effectivement Capgemini se retourne à la baisse et du coup vous avez pris une partie de vos bénéfices. Ça c'est très bien. Soit effectivement, bah, le marché est méga bullish et vous breakez tout ça et derrière vous avez une nouvelle tendance haussière qui se dessine et là vous êtes content parce que vous avez toujours 40, 50, 60, 70% de votre position. Ça c'est à vous bien sûr de voir en fonction de votre exposition de départ. Stellantis, bon, c'est toujours pas mal. Hein, moi je trouve, c'est toujours pas mal. Donc on a une belle bougie haussière. J'ai pas grand chose de plus à dire. On a fait effectivement, donc la semaine dernière on en a parlé, on a fait effectivement le break. Là on a ce qui est intéressant. Alors il faudra voir, hein, il est quelle heure il est il est 10h au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il faudra voir effectivement ce soir à la clôture, mais éventuellement on peut avoir la mise en place d'une congestion pour pouvoir éventuellement relancer. Donc c'est ce qu'on attend éventuellement sur Stellantis. Kering plus en difficulté, elle fait le pullback, mais le pullback je le trouve un peu violent. Voilà, elle est là, on a une réaction au moment où on se parle, mais là il faut vraiment, vraiment, je vous ai dit, hein, allez, si on est un peu, on peut élargir. On est revenu tester voilà, le support oblique, mais il faut vraiment, vraiment tenir ça. Hein. Vraiment, vraiment. Si on repasse sous les 173, en réalité, le dernier support horizontal, il est plutôt là, 170. Mais il faut, voilà, il faut réagir. Il faut réagir, il faut construire, il faut faire comme Stellantis. Il faut construire là-dedans. Il faut, voilà, la semaine prochaine, réagir, construire et après relancer. Ça viendra bien sûr avec la force des indices. Donc Stellantis, bon, nous, on a toujours, je vous avais dit, on a toujours notre position, ça n'a pas changé. Forvia, bien, on s'est fait sortir sur Forvia. Donc là, comme vous avez dit, je vous avais partagé. Donc je vous dis les positions sur lesquelles on s'est fait sortir. Forvia s'est fait sortir, on avait payé ici au-dessus des 6,93, donc on s'est fait sortir. Je regarde, là aussi, moi je ne suis pas contre. Si derrière on a une nouvelle construction, on reprend un achat. Donc là, voilà, stop plus 17,50, c'est pas mal du tout, c'est même très très bien. Valeo je l'écris mal, Valeo, donc c'est un petit peu une config similaire. Donc là, pareil, nous nous sommes fait sortir avec un gain un petit peu moins fort, 8,45, c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, on est venu quasiment combler le gap, mais c'est de la faiblesse. Donc voilà pour le moment en ce qui concerne Valeo. C'est pas mort du tout, moi je la surveille toujours de près. Hein, mais je veux une construction qui va me donner un ratio gain-risque, par exemple, intéressant avec un achat au-dessus. Et là, éventuellement, on prend ma position pour aller chercher d'autres ratios. On joue des mouvements. Je veux dire, moi, de jouer un mouvement de 50 à 100 euros ou de 100 euros à 200 euros, c'est exactement pareil pour moi. J'ai strictement rien à faire. Pour vous, c'est des décalages. Ça, c'est pour du trading, c'est pour du swing trading, pas pour de l'investissement.
Ubisoft, la semaine dernière, la semaine dernière ou celle d'avant, je vous avais transmis mes inquiétudes sur le titre, puisque je vous avais dit, voilà, ce que je vous avais dessiné. Le pullback, attention, on peut avoir une nouvelle attaque baissière parce qu'on peut être attiré effectivement par l'oblique ici. Bon, voilà, il faut patienter, il n'y a rien à faire, alors à part pour jouer du rebond technique, mais il n'y a pas grand-chose à faire sur Ubisoft. D'ailleurs, c'est peut-être plutôt, voilà, c'est peut-être plutôt ça que Ubisoft a fait, plutôt que le support, voilà. Ça, je pense que c'est plutôt ça, pullback. Donc voilà, il faut surveiller, voir éventuellement la figure, mais même si on a du robot technique, on peut avoir derrière une nouvelle attaque sur Ubisoft. TKH, c'est intéressant. Hop là, TKH, voilà, c'était intéressant. Puisque là, vous voyez, ce qui était assez intéressant, d'ailleurs, hop là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, voilà, je vais enlever, voilà. Et donc ce qui était intéressant, c'est parce que il y a en fait un support, voilà, il est mieux tracé comme ça, il est très propre en réalité, celui-ci, voilà. Donc pour moi c'est très bien, et je dirais même que c'est très intéressant parce que, voilà, vous pouvez avoir, alors après vous le dupliquez pour que ce soit plus large, plus propre, mais effectivement, vous pouvez avoir, tac tac, vous pouvez avoir derrière un break de cette oblique là. Donc à suivre de très près. Si éventuellement vous avez une congestion qui se met en place, vous pouvez tenter. Là on n'en a pas. Il y en avait une petite ici, éventuellement à tenter. Il y avait un double top ici là. Mais voilà, là il y avait une congestion. Bon, je fais la météo de la veille, mais là il n'y en a plus vraiment. Donc là éventuellement il faudrait avoir quelque chose comme ça. Et là on tente d'acheter comme d'habitude au-dessus. Soitec, elle a fait le rebond sur la zone que vous avez proposée, la première zone que vous avez proposée. Je la mets en mensuel, voilà, c'était la zone là qui avait fait support, résistance, résistance, support, support, support. Et là derrière, on a une petite bougie de retournement, c'est encourageant. C'est encourageant, mais rien n'est fait. Hein, c'est encourageant, mais rien n'est fait. On est sous l'oblique, on est toujours dans une tendance baissière. Donc par contre, ça se regarde. Et effectivement, moi aussi, je regarde pour éventuellement chercher des achats type. Hop, je nettoie tout mon truc là. Hop là. Voilà. Des achats type comme voilà, ce genre de réduction là, ce genre de réduction là, ça peut être intéressant. Donc là, c'est potentiellement ce qu'elle est en train de construire. Donc là, tant que là aussi on est au-dessus de la M10, vous voyez, l'objectif c'est de construire pour relancer à nouveau. Donc on peut éventuellement tenter quelque chose si on a un beau pattern qui se dessine. Biomérieux, elle continue. Alors là, le pattern il est gros, hein. Il est gros sur Biomérieux, gros pattern. Donc voilà, comme je vous avais dit la dernière fois, éventuellement un achat au-dessus des 120, il y a un beau potentiel. Donc voilà, éventuellement breaké, mais ce pattern il est long, il date de janvier. Ah, la vache, ça fait quand même 6 mois, donc avec plus ou moins de volatilité. Bon là on s'est fait un peu peur, mais elle fait souvent des mèches, hein. Biomérieux, elle est capable de faire des grosses mèches. J'en avais une que j'avais tradée, il faudrait que je la retrouve à l'époque. Oh, il y avait une ouverture qui avait été incroyable. Bon, je l'ai pas, peu importe. Mais voilà, tout ça pour vous dire que elle peut faire quand même des mèches assez impressionnantes. Donc il faudra passer les 120 et s'installer au-dessus pour relancer. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Basic Fit, c'est un titre que je vous avais proposé il y a quelques temps. Basic Fit, donc voilà, moi j'en ai un petit peu avec le salon. On a pris la. Voilà. Pourquoi c'est intéressant? Vous avez proposé donc ce biseau descendant. On est revenu faire le double appui sur le biseau. On a relancé. Il y a une zone de break. Je crois qu'on en avait parlé ici, ça devait être la vidéo il y a 15 jours, 3 semaines, regardez. Mais voilà, vous avez dit que c'était intéressant. Et moi j'attendais le double top, voilà, classique. Je l'ai eu, le double top, on a acheté au-dessus. Et là, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Donc le stop va certainement être remonté par là. Et puis ensuite, on va espérer. Ce qui est pas mal aussi, c'est que la congestion a l'air de se former. On verra à la clôture, on verra la semaine prochaine, mais la congestion a l'air de se former. Donc titre, évidemment, à suivre. SMCP, alors, fin trade pour SMCP pour moi, avec un peu de frustration. Mais je vous montre tout, encore une fois, voilà, comme ça au moins, parce que c'est facile de parler, mais donc, et de montrer que ce qui fait des perfs exceptionnels, mais il y a aussi des fois de la frustration, parce que SMCP, bon, on était super bien rentré dans la congestion, vous le savez, ça fait 15 jours qu'on vous la montre, on était bien rentré ici, donc voilà, on a remonté le stop, et on s'est fait sortir, voilà, mercredi.
Bon, à plus 25%, c'est très très bien, bien sûr. Mais voilà, pour vous dire, parce que souvent on dit, il n'y a que moi qui prends des mèches, que souvent je vois des gens dire, il n'y a que moi qui prends des mèches, je mets plus de stop et tout. Non, moi aussi, j'ai pris une mèche. J'ai pris une mèche. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et derrière, le titre a pris encore 15% de plus, ce qui fait que ben, potentiellement, j'aurais pu être un gain de 44% au lieu de 25%. Voilà, c'est comme ça. C'est ça la bourse. Hein. C'est ça la réalité de la bourse. Maintenant, je vous dis la vérité. Hein. Si je pouvais sortir de tous les trades à plus 25%, je signe tout de suite pour prendre des mèches à 25%. Voilà. Donc il faut aussi avoir les mèches, c'est la ceinture de sécurité. Des fois, la ceinture de sécurité, bah, ça ne nous sauve pas des vies, mais des fois, ça sauve des vies. Donc pour moi, la ceinture de sécurité en swing, elle est inévitable. Bon, j'ai pas grand chose à dire, c'est très positif. Le graphe mensuel est très positif, notamment. Voilà, on est en train d'essayer de breaker ici la zone. Donc vraiment pas mal, hein. C'est canon. Donc à voir. Premier objectif, les 4,37, c'est-à-dire les plus bas ici. Et après, effectivement, nous verrons. Alors on a parlé d'Alphen, puisqu'on en avait parlé aussi la semaine d'avant. Alors, on en avait parlé notamment dans la congestion ici, et je vous avais dit, voilà, ce qu'il faut attendre, maintenant qu'on a breaké, c'est de nouveau le prochain pattern, etc., etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur Alphen? Il s'est passé un truc très simple, c'est qu'on a annoncé les résultats. Et je le répète pour les nouveaux, on ne joue pas en swing trading les résultats. On ne joue pas en swing trading les résultats. Sauf cas exceptionnelissime, et c'est très rare quand on a beaucoup d'avance. Je vous donne un exemple, vous avez pris du Alphen là, tout en bas, voilà, vous en avez à 10 euros, elle monte à 16 euros, donc vous êtes à un gain, ou 17 euros, donc vous avez un gain de 70%, il y a le résultat qui arrive, vous vendez la moitié de position, ou les trois quarts, et vous gardez une position pour vous les résultats en bonus. Ok. Hormis ce cas-là, tous les autres, barrez-vous. Voilà. Barrez-vous parce que oui, des fois on a des regrets, oui, des fois, et on en verra d'autres, notamment moi avec Equasense, mais dans la majorité des cas, surtout, on a des déceptions, et puis surtout, ça, c'est du casino après, si vous voulez. Après, vous êtes à la merci du marché. Déjà qu'on y est de manière naturelle, inutile de se donner un stress supplémentaire. Enfin, je sais pas moi, quand on sait que, vous allez très certainement comprendre ce que je vous dis, quand on a une grosse position sur un titre, le soir, que les marchés ferment et que le titre publie le lendemain matin, moi, à titre perso, je ne dors jamais bien. Jamais bien. Et en général, c'est le stress qui me réveille le matin. Bon, ça, moi, je veux pas. Je veux pas, je l'ai vécu pendant des années, c'est pas bon pour sa vie perso, c'est s'infliger quelque chose d'inutile. Voilà, donc ne vous infligez pas ça. Dans la vie, je suis convaincu que, un peu comme en bourse d'ailleurs, il faut, au-delà d'essayer de reproduire ce qui marche, il faut surtout faire en sorte d'analyser et de ne pas reproduire ce qui ne marche pas. Dans votre trading, tout comme dans votre vie privée, tout ce qui vous stresse dans votre trading, tout ce qui vous stresse dans votre vie privée, essayez de trouver le moyen de l'écarter. Et naturellement, votre vie et votre trading iront beaucoup mieux. Je me parle à moi-même hein, en disant ça, je pas du tout je donne de leçons à personne, je m'en donne moi-même une en premier, parce que c'est quelque chose que j'essaye de faire, qui est difficile à faire, que ce soit pour le trading ou dans la vie de tous les jours. Bref, j'avance, donc Alphen, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Air France, il y avait un pattern qui était pas mal, qu'on avait proposé il y a 2 semaines, je crois. Donc c'était l'achat au-dessus. Donc pour le moment, c'est pas mal. Vous avez donné la zone en ellipse, on est presque allé en objectif, mais là aussi, ça se regarde. C'est en train de construire Air France, donc éventuellement, il y aura quelque chose à retenter au-dessus. ESSO, c'est un trade qu'on a pris pour le coup ensemble. Je vous l'avais proposé. Nous sommes sortis, voilà. Alors pas au plus haut, pas au plus bas. On est sorti ici à 152 avec un gain de 12%. Alors on m'a demandé pour le détachement du dividende. Le détachement du dividende ne va rien changer hein, pour ceux qui sont encore devant, puisqu'en fait, c'est un détachement. Donc voilà. Normalement, les brokers, encore une fois, font l'ajustement des stops, mais en fait, vérifiez bien qu'ils le font. Donc voilà, ça ne change rien en fait, hein, qu'il y ait le détachement du dividende ou non. Hoffman, c'est une action très baissière, mais en effet, merci à celui ou celle qui me l'a proposé. En effet, il y a. Je vais tout effacer et on va prendre le graphe à zéro parce que celui-là, on l'avait fait il y a très longtemps, donc voilà. Donc c'est une tendance méga giga baissière. On peut tracer d'ailleurs cette espèce d'oblique là. D'ailleurs, tiens, non, je vais le faire en plus large. Voilà, on va le faire en large. Voilà, on a cet oblique là. On a éventuellement, hop, ce support là. Très bien, ça, je vais me le mettre en rouge. Voilà. Désolé, je suis un peu pénible là pour ça, mais j'aime bien que ce soit propre. Donc là aussi, vous voyez, on a cet oblique ici.
Donc réduction de volatilité, c'est plutôt pas mal. Et là, on a une belle congestion. Donc en effet, donc il faut voir, s'il y a une telle congestion, c'est peut-être quelque chose qui est attendu sur le titre. Hein, parce qu'une telle congestion, c'est quand même assez rare. Alors, danger quand même, hein, c'est un graphe très peu, c'est un titre très peu liquide. Donc regardez le phénomène que l'on a. Je vous renvoie bien sûr à la partie formation là, sur la congestion et les volumes sur la première partie de la vidéo. Ouais, nous y sommes hein, là-dessus. Donc il y a fort à parier effectivement que si on arrive à repasser au-dessus des 4,70, il y a fort à parier qu'on ait une probable belle accélération. Donc voilà, le problème de ces titres-là, c'est étant donné qu'ils sont peu liquides, c'est difficile de mettre un stop dans le carnet d'ordre. C'est plutôt un stop en clôture journalière. Donc ça veut dire que derrière, effectivement, enfin, on va devoir mettre un money management quand même relativement défensif, mais pourquoi pas. Donc voilà un petit peu les objectifs. Donc en termes de ratio gain-risque, ouais, c'est plutôt intéressant. Voilà. Maintenant, on est dans une tendance baissière, ne l'oublions pas. Et regardez s'il n'y a pas de date de publication, évidemment, comme tous les titres. Engie, ma copine. Donc Engie, vous savez, c'était une de mes grosses convictions à la fin de l'année dernière. Pourquoi? Parce que la fin de l'année dernière, on était dans cette situation-là, et derrière, je vous avais dit, ça sera intéressant à suivre pour le reste du temps si on arrive à breaker. C'est ce qu'on a fait, et puis, une fois qu'on break, il faut bien digérer tout ça. Hein. Après l'effort, le réconfort. Et là, justement, NG est en train de enfin nous donner une structure. Donc ça pue la structure corrective. Alors, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Je sais pas. Mais ça pue la structure corrective. Qui dit structure corrective, comme ici, après une impulsion, dit potentiellement derrière. Ok. Donc évidemment, tout ceci sera invalidé si on repasse sous les 16,80 € et même dans la zone rouge, là, ça sera probablement invalidé. Mais pour le moment, les probabilités sont globalement haussières. Bon, on n'a pas de setup clair puisqu'on a encore trop de volatilité, mais en revanche, si on arrive à faire un petit truc comme ça, alors là, on pourra retenter quelque chose avec un stop plus agressif, un achat au-dessus, etc., etc., etc. Ok. Carrefour. Donc elle a enfin déclenché, donc ça fait un moment qu'on la suit, hein. Ça fait un moment qu'on la suit Carrefour, donc depuis les plus bas, d'ailleurs quelqu'un me disait Carrefour ça peut pas y aller, ça va encore chuter, bon désolé pour lui, pour le moment Carrefour a déjà bien rebondi puisque c'est un rebond quand même de 16%, pour Carrefour c'est beaucoup, et vous avez dit la semaine dernière, vous avez dit il faut surveiller l'achat au-dessus du pattern. Ben, là pour le coup moi j'ai suivi mes propres intuitions si je puis dire avec l'achat de Carrefour. Donc voilà, le stop au départ était sous le pattern, c'est-à-dire aux alentours des 13,43 €, et depuis maintenant on va même pouvoir le remonter, comme ça on assure un léger gain, et puis si ça veut continuer, eh ben, tant mieux. Donc c'est plutôt pas mal, tout n'est pas encore fait, ça reste une tendance baissière, attention, hein, je ne dis pas qu'on a retourné la tendance, etc. On commencera à parler éventuellement de retournement de tendance lorsqu'on s'installera au-dessus donc de l'oblique ici en rouge, mais pour le moment ce n'est évidemment pas le cas. Donc voilà, plutôt donc pas mal pour Carrefour. Worldline, quelle déception. Quelle déception sur Worldline, que de déception. Donc là, ce qui était intéressant, donc là, nous, on avait tenté un trade en swing sur lequel on s'est fait sortir hier. Donc voilà, c'était un swing très agressif. Bon, c'est un stop à 1,76, hein, donc autant vous dire qu'on perd vraiment rien. Mais pareil, je vous montre tout, comme ça vous êtes au courant de tout. Et on montre pas que les gagnants. Hein. Je pense que c'est un gage de crédibilité aussi. Bon, ce qui était intéressant sur Worldline, je l'ai partagé hier, c'était ça. Il y avait, honnêtement, j'avais espoir. J'avais espoir, j'ai dit tiens, ça construit au-dessus de l'indice. Tiens, il y a pratiquement un double inside D. Il y a une réduction de volatilité et puis patatras en séance derrière, ça relâche. Bon voilà, hein, malgré tout, c'est très volatile. Donc voilà, à minima maintenant, on le sait, cette zone-là. Tant qu'on ne repassera pas à minima au-dessus des 5,38 €, il n'y a pas grand-chose à attendre de Worldline. Après, oui, ça construit quand même. Hein, c'est dans une construction baissière, mais oui, ça construit. D'ailleurs, on le voit hein, sur le pattern mensuel. Regardez la M10 mensuelle, c'est fabuleux. Hein. Regardez la M10 mensuelle, regardez le travail de la M10 mensuelle qui capte les cours. C'est magnifique. Bon, voilà. Mais on construit. Voilà, on construit. On a quand même un biseau descendant. Alors attention, le biseau descendant peut aussi casser par le bas, et là on a un nouveau sell-off. Hein. Mais pour le moment, on est dans la phase 2 de construction. Donc il faut quand même, malgré tout, continuer à la regarder. SML Holding, donc nous on avait
on avait, voilà, je peux dire on avait parce qu'on s'est fait sortir aujourd'hui, ce matin d'ailleurs. Donc on avait pris une position sur ASML Holding, ici au break, donc derrière ça fait un gain de plus 12,84. Donc c'est pas mal. Pourquoi j'ai remonté le stop aussi vite? Parce qu'il y a la MM200. Il y a la MM200 et d'ailleurs, voilà, on a bloqué. Donc je préfère, voilà, c'est un marché dans lequel je suis quand même relativement prudent, hein, faut pas non plus exagérer, même si je pense qu'on peut aller chercher, encore une fois, je vous l'ai dit, le scénario, on peut aller chercher les plus hauts historiques, voilà. Malgré tout, c'est quand même un marché où je préfère prendre ce qu'il y a à prendre. Pour autant, ASML Holding, là, elle peut également construire au-dessus de la M10 et éventuellement relancer la tendance haussière de court terme. Donc voilà, on va la suivre. C'est quand même plutôt encourageant. Equasens, c'était un trade également qu'on avait, vous avez partagé. On est sorti avant l'annonce des résultats, donc c'est un trade voilà, qu'on avait ici acheté donc bas du biseau. Donc hausse fabuleuse, bas biseau descendant, et donc nous on cherchait des achats à proximité à chaque fois, des retournements, bas de biseau descendant. C'est ce qu'on a eu un petit setup ici intéressant et donc on est sorti la veille au soir du lundi 12 puisque Equasens a annoncé les résultats. Malheureusement pour moi les résultats ont été très bons et du coup là effectivement au lieu d'avoir un gain de plus 13 on aurait eu un gain effectivement pratiquement au-delà de 30 mais sans regret encore une fois, c'est la stratégie, c'est la méthode, c'est comme ça. Maintenant une fois qu'on a dit ça, bon, c'est pas mal hein, ce qu'elle est en train de construire, hein, la figure intermédiaire. À suivre, cette petite figure-là. J'ai pas vu les volumes, mais je pense qu'ils sont également en ralentissement. Ouais, c'est le cas. On le voit ici. Donc c'est plutôt pas mal. Et effectivement, si on arrive à breaker, ça peut éventuellement relancer. Vous connaissez la chanson, stop en dessous, etc. etc., etc. Mersenne, Carbondi aussi. Mais on va le voir. Qui bloque un petit peu. Qui a bloqué un petit peu. Voilà, on avait la grosse zone de long terme. Tac, 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 tac. On a fait le rebond, il y avait mise en place d'une congestion qui était pas mal, notamment le signal était au-dessus ici des 18,46 €. Bref, donc c'était plutôt pas mal. Maintenant, la congestion à suivre, c'est ce que j'attends. Donc je vais la regarder parce que là, encore une fois, je ne suis pas du tout contre l'idée que les marchés relancent. Et si les marchés relancent, ça peut éventuellement le faire. À partir de quel moment on invalide ou à partir de quel moment on commence à se dire ouais, ça commence à sentir pas bon sur ma scène, lorsque vous repassez sous l'indice, voire même qu'elle passe baissière. Là, il faut faire gaffe. ITP, on fait le suivi. Donc ITP, c'est pareil. C'est pareil. C'est entre deux. Donc il y avait la zone effectivement d'achat qui était là, la zone long terme qui était là. Voilà, en mensuel. Donc je vous les avais proposé les deux zones, hein, zone des 18 € et la zone des 33 €. Donc bon, voilà, ceux qui l'ont joué, tant mieux. Hein, il y a un petit rebond de 16%, qui est plutôt pas mal sur Interparfum. Bon, maintenant la config daily, je sais pas trop quoi vous dire. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire. C'est là aussi, c'est comme beaucoup de titres, hein, vous l'avez vu dans cette vidéo. C'est comme beaucoup de titres. Il y a des constructions intermédiaires. Donc pour moi, ça se regarde quand même. D'accord. Si on a une belle construction et si ça break, on peut avoir éventuellement une relance. Equinox. Donc Equinox, ce qui est intéressant, c'était, je le mets d'abord en mensuel. Ce qui est intéressant sur Equinox, véritablement intéressant, c'est effectivement qu'on est revenu sur un gros niveau. Et ce qui est très intéressant, vous l'avez vu aussi, vous le voyez aussi, c'est la très grosse congestion qu'il y a là. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, ça reste une action relativement peu liquide. Il y avait une très belle, voilà, je vous renvoie encore une fois au début de la vidéo, je ne l'ai pas vu, donc voilà, mais il y avait une très belle congestion, regardez. Alors là, il n'y avait pas forcément beaucoup moins de volume, s'il a un petit peu, mais bon, voilà, il n'était pas forcément de très petits volumes, en tout cas la congestion était vraiment canon, là ici, canon. Donc voilà, derrière on break, à suivre, s'il y a une nouvelle congestion, éventuellement de tenter. Et qu'est-ce qu'on peut viser? Vous avez la zone ici des 4,22 qui peut être une première zone intéressante en objectif. Mais voilà, on le voit, il y a quelque chose qui se passe. Regardez, alors le mois n'est pas fini. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un signal que vous pouvez exploiter très facilement. Quand vous avez en mensuel une moyenne mobile à 10 mois qui est baissière pendant de nombreux mois. Bon, là, parce que c'est quand même depuis août 2023, ça fait 2 ans quasiment. 2 ans baissière. Et tout à coup, vous avez un mois où vous avez d'abord une phase de stabilisation. Et d'un coup, paf, elle passe haussière. Si vous avez ça, plus un niveau clé, c'est le cas, plus évidemment une congestion mise en place,
c'est pas mal. Ça, c'est des signaux qui sont intéressants parce que les ratios gain-risque derrière, si ça redémarre, sont également relativement intéressants. Sodexo, Sodexo, elle a pas mal baissé aussi, elle aussi. Et voilà, moi j'ai 3 niveaux qui sont intéressants. On l'a pas vraiment touché, donc j'ai pas passé à l'achat, mais il y a un premier niveau. Oh, voilà, c'est à titre informatif, hein, mais vous avez un premier niveau ici aux alentours des 47, un deuxième niveau aux alentours des 27 et un troisième niveau aux alentours des 17. Donc voilà, pour le moment, je préfère patienter. Elior, alors elle est erratique, elle est difficile, Elior, pas évident. Alors ce qui est intéressant, c'est la congestion parce que la congestion est là, mais elle est quand même méga erratique, quoi. Elior, voilà, on en est là. Je sais pas trop quoi dire, c'est pas facile, mais j'ai envie d'y croire, voilà. J'ai envie d'y croire, mais pour le moment, bah, il faut pas hésiter à couper rapidement. Donc pourquoi pas, éventuellement, tenter quelque chose au-dessus des 2,78, on verra selon la clôture, le stop ici, et éventuellement ici aller chercher dans un premier temps la M200 pour jouer enfin le break. Mais c'est pas facile, quoi. Sur Elior, c'est vraiment pas simple. Arcadis, donc là, la zone de long terme, elle a été touchée, puisque la zone de long terme, elle était là. C'était la zone des 40 jusqu'à 37,30. Ce qui est intéressant, c'est la congestion qui est en train également de se mettre en place. Donc ça, c'est canon. À suivre. Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez cette oblique ici en bleu qui est breakée, et vous avez la construction de la figure intermédiaire, la petite figure. Donc ça, à suivre d'OP. C'est une action que j'aime beaucoup, moi, Arcadis, je trade beaucoup, parce que c'est une action qui est je pense que c'est une action qui est facile parce que c'est une action sur laquelle j'ai un très bon taux de réussite. Donc j'imagine que ça vient pas de moi, hein, faut quand même avoir un petit peu de modestie. Je pense que c'est parce que c'est une action qui est très propre en fait. Et donc du coup, il y a moins de mèches. Et vous voyez, elle est relativement propre, relativement directionnelle, que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Donc en général, ça c'est plutôt une action agréable à trader. En plus, c'est une action, bon voilà, alors aujourd'hui il y a très peu d'échanges, mais en moyenne, c'est quand même voilà, 5-6 millions d'euros échangés. C'est pas mal. Donc voilà un petit peu pour Arcadis. On part aux States, si vous le voulez bien, avec bien sûr UNH. Alors, UNH. Donc UNH qui est très intéressant, UNH. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez apparaître énormément actuellement de les mêmes qui, il y a 2 ans, vous disiez il faut avoir absolument du UNH en portefeuille, vous font aujourd'hui les mêmes trades en disant que ça vaut plus rien et qu'il faut fuir le dossier. Moi, je pense toujours, comme souvent, que la vérité est entre les deux. Je pense toujours que voilà, dans ce genre de secteur-là, santé, etc., il faut être toujours extrêmement prudent dans les tailles de position parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Maintenant, quand même, je trouve que voilà, 230, alors la zone est large, hein, c'est 250, 260 jusqu'à 200. Je sais pas s'il faut en acheter, mais quelqu'un qui me dit je veux en acheter, est-ce que tu penses que c'est une belle zone? La réponse c'est oui. Voilà, pour moi la réponse c'est oui. Maintenant, je connais pas bien le dossier, c'est pas un secteur qui me plaît énormément, qui m'intéresse, donc je suis pas compétent, il y a des gens qui sont 1000 fois plus compétents que moi, etc. Maintenant, quelqu'un qui me dit voilà, sinon moi j'ai toujours voulu avoir de UNH en portefeuille, je veux mettre une petite position, est-ce que tu penses que mettre cette petite position dans cette zone-là, ça a du sens? Techniquement, ma réponse est oui. Voilà, ma réponse est oui. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui. Est-ce qu'on peut rebondir là? Oui. Voilà. Mais ma réponse est plutôt oui. Maintenant, oui, effectivement, c'est un titre sur lequel il y a du risque, donc vous devez pondérer. Voilà, ne mettez pas 5% ou 10% de votre portefeuille là-dessus. Voilà, si vous voulez mettre 1%, 1% et demi, 2%, pourquoi pas? Mais évitez, à mon sens, d'aller au-delà. Ok. Pétro. Voilà. Ah si, c'est Pétroléo, pardon. J'allais dire, je vous ai dit Pétroléum. Non, c'est Pétroléo Brasileiro. Alors je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas. Je connaissais le nom, mais j'avais pas vu le graphe. Bon, le graphe est pas mal, hein. Le graphe est pas mal. Et en effet, voilà, il y a une belle zone de résistance. Et en effet, vous devez avoir, j'imagine, voilà, une espèce de petite oblique. Donc nous y sommes, ouais, à suivre de près, et pourquoi pas jouer un petit signal au-dessus de cette oblique en rouge. Ouais, le graphe est pas mal. Alors voilà, il faut peut-être aller en journalier, voilà, il faut peut-être, voilà, ouais, il y a la petite congestion là, ouais, c'est peut-être pas mal, hein.
Ouais, c'est peut-être pas mal. Il y a peut-être un petit plan un peu agressif à jouer, hein. Voilà, avec un stop là ou un stop là. Et après, ouais, vous avez des ratios gain qui sont pas mal pour aller chercher peut-être le comblement du gap, pour aller chercher peut-être par là l'oblique et plus éventuellement si affinité. Coinbase, je vous renvoie bien entendu avec la vidéo hein, sur les cryptos, avec les 40 configurations. Voilà, bon, Coinbase, le graphe est pas mal, mais pas hyper propre. Allez, j'efface tout. Je fais le nettoyage. On l'avait pas mal tradé, hein, souvenez-vous, dans cette congestion-là. Bon, voilà, on a fait l'appui ici. Est-ce qu'il y a une oblique un peu probante? Pas vraiment. Par contre, effectivement, il y avait une épaule, tête et épaule inversée là. Pourquoi pas? Donc, à suivre. Ok, à suivre. Si vous avez la construction par là pour jouer un break, et qu'est-ce qu'on peut jouer? On jouera cette zone-là en premier TP, cette zone-là en deuxième TP, et bien entendu, on ira chercher après en graphe ultime, effectivement, les nouveaux plus hauts historiques. Voilà, le stop se mettra sous le pattern comme d'habitude, hein. Après, vous ajustez en fonction de votre profil. Voilà, je vous donne un stop un peu indicatif, mais vous êtes grand, vous savez vous débrouiller mieux que moi. AMD, la zone qu'on avait indiquée depuis bien longtemps, à travers où va le monde, etc. Bah, vous l'avez vu, elle a parfaitement fait support, puisque c'était la zone du support oblique, support, 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 support. C'est pas rien, hein. C'est pas rien le rebond qu'on a fait sur AMD. Si on ne prend même pas le plus bas, on prend vraiment le support. Dans le support, vous avez un rebond de 51%. C'est colossal en 5 mois. Colossal le rebond. En 5 semaines, pardon, que je dis 5 mois. En 5 semaines. Un gros mois, c'est colossal le rebond que vous avez eu. Maintenant, voilà, le rebond a été fait. À vrai dire, j'ai mal tracé mon oblique puisqu'il faut le faire passer par les 3 points. On bloque pas n'importe où. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? J'en sais strictement rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il va falloir surveiller. Et si vous voyez qu'on reste là pendant 2 ou 3 semaines, ce sera bon signe pour éventuellement relancer. A contrario, si vous voyez qu'on commence à repasser sous les 105, là, par contre, on sera globalement mis un petit peu plus en danger. On continue bien sûr avec PDD, Pinduoduo, voilà pourquoi on dit PDD. Moi, vous savez ce que je pense sur la Chine. Je suis depuis, vous le savez, depuis 1 an et demi bullish sur la Chine. Au début, bon, je me suis fait pas mal gronder là-dessus, mais finalement, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y a du potentiel encore sur la Chine? Ma réponse est oui. Est-ce que la Chine, ça reste risqué? Ma réponse est oui aussi. C'est la raison pour laquelle jouer la Chine, oui, mais le faire de manière intelligente, rationnelle, sans faire all-in. Ce que j'aime beaucoup sur PDD, bien sûr, c'est la mise en place de la congestion. Congestion qui se met en place sous une oblique et à proximité, voilà, aussi d'un support oblique haussier qui est plus ou moins bien travaillé. On peut aussi considérer qu'il y a un support horizontal ici. Bref, en tout cas, globalement, c'est positif. Ce qu'on va chercher, je nettoie ma chambre. Ce qu'on va globalement chercher pour moi, c'est le break ici, la congestion et le break. Voilà, on va chercher là aussi un pattern de construction. Je pense que le retournement sera acté lorsqu'on repassera au-dessus des 130. Mais si vous avez un pattern qui vous permet de rentrer un petit peu plus tôt, c'est encore mieux. Ok. Apple, le support oblique qui a bien fonctionné, même si voilà, je ne suis pas fan d'Apple, mais voilà, on avait parlé à l'époque d'un rebond sur le support oblique. Bon, ben, finalement, le support oblique, il n'a pas été là, puisque ça a chuté beaucoup plus vite qu'on le pensait. Il a été là, mais c'était bel et bien le support oblique qui a fait, comme par définition, sa définition support. Voilà. Tac. Ça a failli même être les deux, c'est-à-dire support oblique, support horizontal. Donc voilà, ceux qui ont acheté aux alentours de 180, bon, ben, il y a eu un rebond, qui n'est pas le même rebond quand même que les Nvidia et tout, hein, mais bon, 20% quand même, c'est pas mal. Je sais pas quoi dire. Bah en fait, j'ai un biais sur Apple, pour être honnête avec vous. J'ai un biais sur Apple et voilà. Mais après, si je suis complètement honnête, la config est pas mal, hein. La config est pas mal, hein. Si je suis juste, je dois vous dire ceci, qu'il y a eu un rebond, et là on est en train de faire une construction, et si cette construction casse par le haut, tout porte à croire que derrière on va refaire une nouvelle accélération haussière. Tout ceci sera invalidé, du moins dégradé sous les 186 et vraiment invalidé sous les 178. Voilà. Maintenant, je n'ai pas le droit de vous dire d'un côté n'ayez pas de biais et moi de vous transmettre mes biais. J'aime pas trop Apple pour différentes raisons, mais la configuration, elle est loin d'être dégueulasse. Je dirais même qu'elle est plutôt pas mal. Donc voilà la réalité sur Apple. Nvidia.
Alors, je vous dis exactement ma position. Donc, j'ai toujours du Nvidia. Ma décision, c'est celle-ci sur Nvidia. Donc moi, effectivement, vous le savez, on est rentré donc dans la zone ici. Pratiquement au plus bas, on va dire, j'ai eu moins que le plus bas parce que j'ai eu hors market. Bon, je voulais expliquer ça, etc. Donc ma position est celle-ci. Et ça a été ma réflexion ces derniers jours parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce qu'on se dit, ok, j'ai chopé un point potentiellement bas. Derrière, j'ai un rebond de 50% et des bananes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment tu penses que ça va aller sur les plus hauts historiques? J'en sais rien. La réponse, elle est là. Maintenant, est-ce que tu gardes ta position, tu fermes les yeux et tu gardes pour les 10 prochaines années? Ou est-ce que quand même tu te dis, bon, j'ai tranché. Je vous avais dit que ce break-là de cette oblique serait un nouveau signal positif de relance. Ce qu'elle a fait, on est passé au-dessus de la M200. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est mettre une invalidation ici. Voilà, dans le gap qui a breaké l'oblique. Alors, il est possible que je partage la position, c'est-à-dire qu'il est possible que je mette par exemple un stop en léger gain par là, et par exemple sur un tiers de position, et les 2 tiers, le reste, ici. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Si Nvidia va directement taper le top, génial. Si Nvidia va taper le premier stop avant de repartir, je serai aussi content parce que j'aurai pris une bonne partie des bénéfices et il me restera une partie. Et si Nvidia fait ça, j'aurais pris une bonne partie de bénéfices et une petite partie des bénéfices ici. Voilà. Je ne peux pas être plus clair que ça. Voilà la décision que j'ai prise. Si elle évolue encore, je vous le dirai plus tard. Le titre à suivre, c'est un titre côté Amsterdam, c'est IMCD. Voilà. Un titre bien haussier avec un support oblique plutôt sympa. Là, pendant le Covid, il s'est fait un petit peu agresser. Là, on y est revenu. Plus ici, hop là, plus ici la zone de support. Voilà. Et on est en train de. C'était la congestion qui m'intéressait à vous montrer parce qu'il y avait une belle congestion. On est en train de la breaker. Voilà. Congestion, affaiblissement des volumes aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, c'est positif sur IMCD tant qu'on ne passe pas sous les 120. Et après, qu'est-ce qu'on va viser? Vous pouvez mettre un petit retracement aussi pour voir un peu ce que ça donne. Mais globalement, ouais, vous avez la zone des 50 qui est plutôt pas mal. Et après, vous avez la zone, je pense, c'est la zone des 61,8 avec probablement la M200. Et après, bien entendu, ce top-là. Voilà, grosso modo, en termes de ratio gain-risque, c'est quand même globalement pas mal. Voilà donc pour le titre à suivre. Et bien sûr, le screener trend following que vous attendez tous. Il arrive. Voilà, il est là. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Vous le savez, hein, le screener trend following, le code est disponible dans l'espace membre du groupe. Dans l'espace membre, hein, sur le site du podcast de la bourse.fr. J'ai fait long. La vache. Je vous embrasse bien fort. Profitez de vous, profitez de vos proches. Merci beaucoup pour vos encouragements. Pensez à aller voir les différentes vidéos. Il y en a d'autres qui arrivent, notamment pour l'ouverture d'un compte chez ProRealTime, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment on faisait pour ouvrir un compte chez ProRealTime. J'en ai ouvert un moi-même. Je vous ferai, il y a une vidéo tuto que j'ai préparée qui dure 10-15 minutes. Je fais le plus rapidement possible pour bien que ce soit clair. Vous aurez accès très certainement, peut-être la semaine prochaine, sinon un petit peu plus tard. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine.